C'est un projet qui met un accent particulier sur le renforcement du système de référence des patients en zone rurale avec l'implication de la médecine traditionnelle. M-Afrique porte assistance médico-chirurgicale à des milliers de personnes dans les coins les plus reculés au Togo. C'est à la faveur de la mise en œuvre de son projet Santé Espoir pour tous. Nous en parlons sur ce plateau avec Dr Serge Michel Kodom. Vous êtes président de l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Gaëtan, et à tous nos téléspectateurs. Alors, docteur Kodom, en quoi était-il important pour vous d'élaborer et de mettre en œuvre le projet Santé et Espoir pour tous? Merci. Pour nous, ce projet vient compléter les activités que nous avons toujours réalisées au niveau de notre organisation qui est M-Afrique, qui assure la promotion, qui tente de promouvoir la santé et l'éducation en Afrique et particulièrement au Togo. Et pour le projet 7, il a une double spécificité, c'est que au lieu de mettre éducation, nous avons mis espoir. Ça sous-entend qu'il faut un changement de mentalité. Il faut que les gens voient l'avenir meilleur. C'est vrai, nous ne voulons pas écarter l'aspect santé, mais l'espoir pour nous, c'est d'intégrer tous les autres acteurs dans le domaine de la santé qui peuvent considérablement nous aider. Et le second aspect, c'est l'implication de l'Union européenne comme partenaire sur ce projet, parce que aujourd'hui, les indicateurs le prouvent, le milieu rural est abandonné. Et nous nous félicitons d'ailleurs que cette année, à la 39e session des droits de l'homme, le droit du paysan a été voté officiellement aux Nations Unies, qui montre aujourd'hui qu'il faut avoir un regard beaucoup plus attentif sur le monde paysan. Alors, docteur Kodom, l'amélioration de la santé des populations rurales est au cœur de votre action, vous l'avez dit. En quels termes se posent justement les défis dans ce domaine? Les défis dans ce domaine sont multiformes. Et pour nous, il faut attaquer un peu le mal à la racine en termes de sensibilisation, en termes de plaidoyer et surtout en termes d'action. C'est-à-dire, il faut sensibiliser les gens. Les paysans sont dans les villages. Malheureusement, l'information ne leur arrive pas. Je vous donne un exemple. Nous étions récemment dans la préfecture de Wawa, c'est au Togo, donc dans la région des plateaux, frontalière donc avec le Ghana. Et c'est une zone montagneuse. La seule radio qui est dans cette ville couvre à peine 5 km². C'est-à-dire un rayon de 5 km, l'information ne passe plus. Donc vous voyez que les gens sont dans les hameaux reculés. Ils ne savent même pas ce qui se passe comme information dans les médias. Et pour nous, il faut réfléchir sur un mécanisme qui rapproche justement la santé vers ces communautés rurales. Comment réfléchir pour identifier les acteurs clés dans ces localités? Et pour nous, c'est vraiment les médecins traditionnels, par exemple, c'est les agents de santé communautaires, les enseignants, pour qu'ils fédèrent autour des idéaux de promotion de la santé. Parce que lorsqu'on prend les indicateurs, les 12 déterminants de la santé définis par l'OMS, on se rend compte que la prévention a une place de choix. Malheureusement, qui parle de prévention doit intégrer plusieurs acteurs qui peuvent aider à améliorer significativement donc les soins de santé. Et la spécificité de votre approche, c'est que vous impliquez la médecine traditionnelle. Pourquoi? Alors, c'est ce que je disais. En termes de plaidoyer comme deuxième défi, c'est ça. Pour nous, il faut maintenant essayer d'impliquer les acteurs, dont les médecins traditionnels. Les statistiques ont montré, il y a une thèse de doctorat qui a été présentée à l'université de Lomé au Togo qui disait que 80% de la population du Grand Lomé avait recours donc à la médecine traditionnelle. Vous comprenez? Ça, c'est à Lomé, dans la capitale. C'est une thèse de doctorat, je vous dis. Donc le niveau est élevé. Et pour nous, le constat que nous avons fait en termes de mission médico-chirurgicale dans les villages, dans les hameaux reculés du Togo et dans la sous-région ouest-africaine, on se rend compte que, malheureusement ou curieusement, ce sont les médecins traditionnels qui sont les grands docteurs, les grands médecins dans les localités. Pour exemple, nous étions donc dans cette région pour la mission. Nous avons fait 4 cantons. Nous avons identifié près de 60 tradithérapeutes. C'est-à-dire qu'on avait en moyenne 20 à 15 tradithérapeutes par canton, contre un effectif d'à peine 5 agents de santé de la médecine moderne. Vous voyez que l'écart est grand. Et justement, c'est parce que
cette médecine traditionnelle a de beaux jours devant elle. Et donc, il faut que nous, acteurs de la santé moderne, nous puissions les tendre la main de façon à ce qu'une collaboration, une nouvelle manière de collaborer pour le bien des populations puisse être donc mise en œuvre. Alors là, cette médecine traditionnelle dont vous parlez a longtemps souffert d'un mauvais tableau qu'on tentait de peindre d'elle. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le temps est enfin venu de collaborer? Le temps est venu de collaborer. Ça, pour moi, c'est vraiment le nœud pour améliorer la santé significativement en zone rurale. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on prend le cas du Togo, l'expérience que le gouvernement est en train de mettre en place en termes de contractualisation donc des structures sanitaires, cela veut dire que les structures sanitaires, les hôpitaux, selon la pyramide sanitaire, au niveau de niveau 2 ou 3, doit être animé. Une structure sanitaire qui doit être animée, cela veut dire que les patients doivent beaucoup fréquenter ces formations sanitaires. Et qui dit fréquentation donc des patients, c'est qu'il faut que ces patients quittent un niveau plus bas pour donc accéder à ces formations sanitaires. Malheureusement, on ne les voit pas. Les hôpitaux sont déserts. Ça veut dire qu'il faut aller justement identifier les causes qui empêchent les patients de venir dans nos formations sanitaires. Et pour nous, il y a une rétention des patients à un niveau qui est l'échelle des tradithérapeutes, parce que c'est des conceptions, c'est nos coutumes, nos réalités, nos religions, nos pratiques ancestrales qui font que ces communautés à la base sont encore ancrées dans ces pratiques. Et ce sont les médecins traditionnels, les tradithérapeutes qui essaient donc d'entretenir ce système-là. D'où la nécessité de les associer. Entamé le 24 septembre dernier dans la région des Plateaux, vous l'avez dit précisément à Wawa, le projet 7 va durer 2 ans. Alors, docteur Kodom, quels sont les résultats que vous comptez atteindre à terme? À terme, c'est de pouvoir toucher entre 10 000 et 15 000 patients en zone rurale et d'opérer environ 1 000 à 1 500 paysans, c'est-à-dire que ce soit des enfants, des femmes, des vieillards, des personnes âgées. C'est de pouvoir identifier ces pathologies chroniques dans ces villages-là, dans les hameaux reculés, qui sont curables, mais qui malheureusement, si elles ne sont pas opérées, peuvent donc décimer ces populations. Et nous avons formé justement les tradithérapeutes sur les 10 pathologies clés qu'on rencontre dans ces milieux. Justement, de quoi souffrent ces populations en milieu ruraux? En milieu rural, ce qu'il faut identifier, c'est qu'il y a 2 types de pathologies chirurgicales que les tradithérapeutes généralement n'arrivent pas à prendre en charge. Les affections oculaires, les cataractes. Il s'agit de la sénescence, la vieillesse, on n'arrête pas, mais la médecine moderne a pu mettre en place des implants qui peuvent considérablement changer la vision donc de ces personnes qui souffrent de ces cataractes généralement, parce qu'il y a des cataractes chez les personnes, chez les sujets jeunes, mais beaucoup plus la cataracte est liée donc à la sénescence. Et aussi, il y a les défis liés aux hernies, parce qu'en zone rurale, vous savez, l'agriculture n'est pas mécanisée, donc, et puis il y a le charbon de bois, les gens cultivent avec la roue et le coucou, donc les efforts des activités champêtres font que, justement, ils ont de ces hernies et bien entendu les hydrocèles qui sont des pathologies infectieuses aussi qu'on peut guérir. Malheureusement, il y a les fibromes chez les femmes et on tente de faire croire que on traite sur le plan traditionnel ces fibromes alors qu'il n'en est de rien de tout ça, et généralement on rencontre des femmes qui sont vraiment violées dans leur intimité parce que ne pouvant pas donc prendre en charge ces pathologies, elles se livrent et finalement elles subissent des préjudices moraux qui ne doivent pas être au jour d'aujourd'hui comme étant des éléments qui entravent la dignité de la femme. Pour nous, il faut les associer, il faut identifier ces femmes accoucheuses, leur expliquer la limite de leur pratique pour pouvoir référer rapidement ces patientes, ces femmes qui viennent chez elles pour accoucher, parce qu'elles sont limitées dans la pratique obstétricale, mais tout à côté, il y a les infirmiers, il y a les sages-femmes qui sont dans la localité qui peuvent aider ces femmes pour réduire considérablement la mortalité maternelle. Et ça, c'est les résultats que vous comptez atteindre à la fin de la mise en œuvre de ce projet. Déjà, au début de cette phase pilote, qu'est-ce que vous avez pu faire comme bilan de vos actions? Alors, concrètement, je vous ai dit d'entrée que nous avons obtenu un soutien, un accompagnement, un financement de l'Union européenne sur ce projet qui va durer 2 ans. Et pour nous, il fallait faire cette première mission avec la délégation de l'Union européenne à Lomé, au Togo,
pour venir constater de visu le démarrage donc, de ces activités pour ce projet. Il s'agit d'un projet pilote et à terme, c'est de pouvoir l'élargir à d'autres pays dans lesquels notre organisation M-Afrique est implantée, à savoir le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin, le Burkina Faso et bien entendu d'autres pays si on arrivait donc à terme de ce projet qui va durer 2 ans. Donc c'est vraiment un défi pour nous parce que la problématique de l'accès aux soins de santé en milieu rural, en zone reculée, est d'actualité et pour nous, il faut que les acteurs, les médecins s'impliquent. Est-ce que ces défis, justement, sont les mêmes partout dans tous les pays que vous citez où M-Afrique est implantée? Pour nous, pour les pays au sud du Sahara, la problématique est la même. Si vous allez au Bénin, ce que nous constatons dans les villages du Togo se reproduisent là. Si vous allez au Burkina, au Mali, c'est la même chose. C'est un cliché qu'aujourd'hui, pour nous, intellectuels, médecins africains, il faut essayer de faire bouger un peu les lignes. Nous n'allons pas constater les mêmes faiblesses et ne pas aller jusqu'au fond pour apporter des solutions qui puissent permettre d'améliorer significativement l'accès aux soins de santé des populations rurales. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Les programmes ne sont pas encore bien solides pour pouvoir améliorer significativement et prendre en charge ces patients. Mais pour nous, étant acteurs de la société civile, on peut accompagner justement le gouvernement, les efforts des différents gouvernements et des ministères de tutelle de santé, par exemple, pour pouvoir aider ces populations rurales. Docteur, au Togo, vos activités sont aussi couplées de la vulgarisation du code togolais de la santé. Qui formez-vous concrètement sur son contenu? Alors, pour le contenu du Code de la santé publique du Togo, nous avons eu connaissance de ce document qui a été donc promulgué en mai 2009. Et nous pensons que c'est en quelque sorte un document solide, consistant, qui prend en compte beaucoup d'aspects. Et pour nous, pour aller vers la promotion de la santé, il faut identifier 3 niveaux. Le niveau 1, c'est la population bénéficiaire des prestations de santé. Le niveau intermédiaire, c'est les acteurs de santé comme nous, médecins, infirmiers, paramédicaux, les médecins traditionnels, parce que justement, lorsque vous prenez dans ce code à l'article 246, à la page 67, vous verrez directement comment devrait être organisée la pratique de l'exercice de la médecine traditionnelle au Togo. Et je vous dis, aucun tradithérapeute aujourd'hui, en tout cas, du moins pour les centaines que nous avons rencontrés, n'avait connaissance donc du contenu de ce code de la santé qui devrait régir leur exercice médical, leur activité. Donc, c'est de dire à ces tradithérapeutes justement qui ont eu, vous allez vous les voir sur les images, un exemplaire de ce code pour dire, écoutez, pendant longtemps, vous avez souffert de quelque chose. C'est quoi? C'est que la médecine traditionnelle n'est pas documentée. Vos enfants aujourd'hui vont à l'école moderne. Et l'école moderne prépare l'homme à avoir l'esprit critique. Les dogmes ne pourront plus passer parce que la médecine traditionnelle, telle qu'elle est définie, qui dit les connaissances explicables ou non explicables à l'état actuel des choses, entre guillemets, cela veut dire que vous pouvez ne pas expliquer, ça passe aujourd'hui, mais vos enfants, dans 10 ans, 50 ans, ne vont plus accepter qu'on leur dise des choses inexplicables parce qu'ils vont à l'école, on leur explique pratiquement tout. Donc, c'est à nous maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez anticiper pour préserver cette médecine traditionnelle africaine, sinon elle va mourir. Parce que la technologie avance tellement qu'il faudrait qu'on puisse aider cette communauté qui fait quand même un bon travail sur le terrain, il faut le dire, la réorganiser pour pouvoir avancer. Nous avons pu identifier les agents de santé qui n'avaient pas connaissance de ce code, même les juristes, les juristes, parce qu'il y a des dispositions pénales contenues dans le code de la santé, il faut qu'ils soient au courant. Nous avons formé également les chefs traditionnels, parce qu'en termes de mobilisation populaire, en termes de marketing social, il faut que dans les communautés, les chefs traditionnels, les élus locaux, les maires comprennent que la promotion de la santé incombe avant tout au pouvoir public. Docteur Serge Michel Kodom, vos actions avec M-Afrique sont de loin regardées comme une goutte d'eau dans un vaste océan de besoins. Sincèrement, à quel prix on peut relever le défi de l'amélioration de la santé des populations rurales au Togo? Effectivement, vous l'avez dit, pour nous, nous essayons de collaborer avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé,
à travers la convention de partenariat que nous avons signée, qui nous donne une certaine opportunité d'agir auprès des communautés. Et pour nous, le défi majeur, ou du moins là où il faut toucher, c'est la mobilisation des ressources financières allouées à la santé. Il faut revoir cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la santé a un coût. C'est vrai. Donc, il faut essayer d'ajouter, de revoir le financement du système de santé et surtout la redevabilité. Vous voyez, nous avons pensé aujourd'hui dans ce projet 7 de mettre un accent sur la référence des patients. C'est-à-dire, lorsque les tradithérapeutes vont identifier les patients portant des affections chirurgicales, ils ont tous des numéros maintenant. Ils doivent référer le patient chez l'infirmier. L'infirmier a un registre, il sait quel tradithérapeute a envoyé tel patient. L'infirmier envoie le patient au niveau du district sanitaire pour la prise en charge chirurgicale. À ce niveau également, il y a un registre qui est tenu et chaque trimestre, chaque 3 mois, MAFRIC fait le point avec, bien entendu, l'appui du directeur du district sanitaire. Pour nous, c'est une forme de redevabilité. Il y a la traçabilité. Qui fait quoi? Qui doit rendre compte à qui? Aujourd'hui, le système de santé en Afrique souffre énormément de ça. Il y a un petit laxisme qui est là, mais moi, je ne peux pas venir identifier les causes de ce laxisme, mais il est temps quand même qu'on regarde nos problèmes en face avec tous les acteurs, bien entendu, pour le bien des populations. Docteur Serge Michel Kodom, je vous pose maintenant une question d'actualité. Votre collègue Denis Mukwege de la République démocratique du Congo est lauréat du prix Nobel de la paix 2018. Comment réagissez-vous à ça? Est-ce que vous qui faites le même travail que lui, ça vous donne beaucoup plus d'avantages vous êtes galvanisé par la distinction de votre collègue? Mais je pense que j'ai regardé ces photos encore une fois, plus de 20 fois, 50 fois, parce que je me dis, voilà un accomplissement. Et en termes d'accomplissement, il a réussi parce que ce qu'il défendait comme cause est noble. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes victimes de ces viols, de ces maltraitances, de ces mutilations physiques, génitales, et malheureusement, elles sont muettes. Parce qu'en Afrique, on s'était souvent sur ces pratiques. Pour moi, ça me galvanise d'autant plus que c'est un médecin. Et notre vision aujourd'hui d'amener, de rapprocher l'hôpital vers les populations, ça c'est notre slogan. Il a porté un pan de ce slogan, mais pour nous, nous devons ratisser plus large. Donc nous espérons, pour ne pas être prétentieux, d'avoir un prix Nobel d'ici peu. Ce n'est pas mon intention, mais pour nous, c'est déjà notre trophée. C'est un joker que nous devons prendre comme modèle et positionner nos activités comme étant celles qu'il faut pour résoudre le problème d'insuffisance des soins de santé pour les populations vulnérables. Merci à vous, docteur Serge Michel Kodom, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes président de l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.